Alors monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver dans le cadre de cette autre édition de Entretien avec. Le professeur Jean Baïbek fait certainement partie de ces personnalités dont on peut dire sans risque qu'elles n'ont pas, ou du moins qu'elles ne font pas dans la langue de bois. En ce moment où l'actualité commande une analyse minutieuse pour mieux cerner les problèmes qui minent le Cameroun et qui sait peut-être apporter des solutions ou en proposer, surtout des solutions adaptées, nous avons cru bon de nous entretenir avec cet homme aux multiples casquettes. Politique, secrétaire général de l'une des fractions de l'UPC, académique, enseignant d'université, scientifique, médecin spécialisé dans l'orthopédie chirurgicale. On dit d'ailleurs de lui qu'il est soudeur d'os. Cette émission se situe aussi un peu dans la continuité de celle qu'on a eue en mai 2018, au cours de laquelle nous avions beaucoup parlé des injustices que le professeur subissait dans ses fonctions administratives et même d'encadreur à l'université de Yaoundé. On en fera certainement un débriefing tout en commentant la riche actualité marquée entre autres par des grincements de dents diplomatiques, l'interpellation de Maurice Kamto, la crise sécuritaire dans les régions anglophones et bien d'autres sujets en 90 minutes qu'on espère pouvoir rapidement épuiser. Professeur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'ai envie de commencer cette émission en vous présentant mes sincères condoléances suite au décès de l'un de vos cadres au niveau de l'UPC, l'honorable Pierre Sendé. J'en profite ici, merci que vous ayez parlé de ça, pour annoncer que, effectivement, le docteur Sendé est finalement décédé il y a 2 semaines par là. La famille m'a dit ce matin que l'enterrement aura lieu dans le week-end du 16 mars. Et donc, c'est aussi l'occasion de lui rendre un vibrant hommage, parce que Pierre Sendé nous marque, parce que, à plusieurs titres. L'un des titres, c'est le professionnalisme de l'homme. Je crois que il nous a montré qu'un professionnel peut vivre de son métier toute la vie. Se lever chaque matin pour faire son métier pendant plus de 40 ans. On n'a pas vu ça. Ce qu'on a souvent vu les médecins, ils trichent avec plein de choses. Il a aussi montré que les médecins peuvent assumer des fonctions. Le docteur Sendé a été député 3 fois. Sous les couleurs de l'UPC. 3 mandats. Et il a, sous les couleurs de l'UPC, il a honoré l'Assemblée nationale camerounaise en allant nous représenter à l'Union parlementaire internationale. Il était l'un des rares bilingues à parler couramment anglais et à un très haut niveau. À ce titre-là, il nous a marqué au niveau de l'UPC parce qu'il a montré à quel point c'est que le nationalisme. Dans les années 80, oser épouser la fille de Ruben Omniobé et décider de rentrer au Cameroun malgré 3 refus de son patron à l'université de Boston, dans le Massachusetts. C'est là que le feu NASA va le chercher. Parce que NASA est encore là. C'est NASA qui va le chercher dans le Massachusetts. Quand il dit à son patron qu'il veut rentrer, le patron lui dit, va d'abord réfléchir. On va se voir la semaine prochaine. Il confirme, il dit, réfléchis encore. Quand il revient confirmer, c'est là qu'il est rentré. Donc il a fibre nationaliste. Le oumnobisme à fond, il est resté oumnobisme. Et puis enfin, et un homme modéré qui nous a montré ces modèles-là, le modèle du don de soi, le modèle de l'œuvre publique dans le Rotary. Vous savez que le Rotary, c'est une association de service public. Il a été un gouverneur du Rotary. Donc je lui rends vraiment un vibrant hommage. Et moi, ça a été mon modèle. On ne différait que dans un caractère. On dit d'ailleurs de vous que vous êtes un peu dans fils. Un caractère. Là, on était différents. Moi, je suis un peu fonceur. Et lui était extrêmement modéré. Extrêmement modéré. Moi, je suis un peu cascadeur. Mais le reste, vraiment, je lui rends un vibrant hommage. Évidemment qu'on appuie cet hommage, mais puisque la question est sur la table, sans forcément faire le bilan de l'homme, on écrase une larme également sur sa mémoire, mais on a envie de se demander, avec toutes ces personnalités de qualité que les diverses fractions de l'UPC, du moins dans les diverses fractions de l'UPC regorgent, pourquoi autant de divisions, tout au moins sur la forme, dans ce parti politique? Non, la division de l'UPC est une division, c'est un virus néocolonial.
c'est qu'on divisa l'UPC dès 1952. Mais les divisions se vivent. Vous savez que le premier président de l'UPC était Ndjoumeti Mathias. Et il quitte l'UPC. Je crois avant 1956, il est déjà parti. Qui était le roi des Tchans. Qui était le premier président de l'UPC. Parce que quand Nyobe le fait entrer dans l'UPC, il demande à mais j'aurai quelle fonction? C'est là que lui dit, tu vas être président, c'est le premier président. Mais très vite, on a divisé l'UPC. Et ce virus a été difficile à reconstituer. Mais l'UPC n'est pas le seul parti qu'on a divisé sur la terre, il faut le dire. Il faut dire que l'être humain et le pouvoir, c'est très difficile. Le fait que nous ayons raté le pouvoir est l'une des raisons pourquoi tous les bons cadres sont partis. La plupart sont UPC, ils sont de l'autre côté aujourd'hui. Et si vous voulez, Jésus-Christ dit que l'homme ne vit pas que de pain, mais l'homme vit d'abord de pain, malheureusement. Si on n'a pas le pouvoir, on n'a pas le pain, et la plupart des personnes partent. C'est pourquoi l'un de mes débats aujourd'hui, l'UPC, ce que je dis aux cadres, c'est que cherchez d'abord votre indépendance et votre équilibre matériel avant de vous engager. Ne faites pas de l'UPC un tremplin. L'UPC n'est pas un tremplin, l'UPC est un sacerdoce. On y va pour donner du sien, mais on n'y va pas pour gagner. Ce n'est pas un parti du ventre. Vous savez où il faut aller s'il faut aller manger. Vous savez où il y a les mangeurs et où il y a à manger. Mais à l'UPC, il y a plutôt à donner. À donner les Oumiobe, on donnait les Ernest Wandi, on donnait les Félix Moumi, on donnait jusqu'à donner de leur vie. Aujourd'hui, on ne vous demande pas votre vie. On vous demande de vous engager pour une république équilibrée pour nous tous, en toute honnêteté, de façon consensuelle, sans chercher à tromper les autres ou l'autre, sans chercher à abuser des faibles. Il y a encore 2 jours, j'étais à un conflit au marché Mokolo, où je trouve des compatriotes qui sont plus forts, qui veulent abuser des petites commerçantes. J'ai dit au régisseur que je ne veux pas arriver chez M. Nchimi. Mais dis-lui que j'étais là. Que je dis que je ne veux pas arriver avec une injustice. Nchimi, vous êtes le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Yaoundé. Je lui ai dit, je ne veux pas arriver là-bas. Parce que si j'arrive là-bas, il y a des gens qui vont sauter ici. C'est trop grossier. Vous ne pouvez pas prendre l'argent d'une pauvre femme et vous lui dites que vous venez maintenant faire des travaux dans sa boutique parce que vous voulez ajouter une dalle. Heureusement, le régisseur Ngaba m'a très bien compris, m'a très bien reçu. Et j'espère qu'il va régler le problème. Il y a plein d'abus comme ça. Ce n'est pas seulement au sommet de l'État. Et ce n'est pas parce que le sommet de l'État... Il faut savoir que nous avons chacun une responsabilité. Il y a une fois... C'est pourquoi on me dit en 52, dès 52, on me dit j'ai besoin de 10 ans pour préparer mon peuple à l'indépendance. Parce que 3 dangers nous guettaient. Le premier danger, c'est celui qui guettait ceux qui étaient au pouvoir, de vouloir gouverner comme le colon, par mimétisme. Sans savoir que la différence entre nous et le colon est fondamentale. Parce qu'on ne gouverne pas son pays comme on gouverne la colonie de son pays. Hier, je le disais, avant-hier encore, à un cadre de l'UPC qui me disait, on vous convoque à une réunion, l'ordre du jour sera transmis, c'est un tenant. Ce mot-là, l'ordre du jour sera transmis, c'est un tenant. Ils le doivent des colons. Et pourquoi le colon disait ça en Konsamba Ezeka? Parce qu'on connaît l'ordre du jour, c'était traquer le maquis. Et il ne pouvait donc pas publier avant que la réunion, c'est pour aller traquer le maquis de Libelingo ou bien de Padmaka. Vous comprenez? Absolument. Et maintenant, quand vous êtes appelé à gouverner votre pays, vous ne gouvernez pas pour matraquer, pour malmener, pour maltraiter, non. Vous gouvernez pour encadrer, pour éduquer, pour redresser. C'est ça le but dans son pays. Okay? C'est cette éducation dont on avait besoin. C'est pourquoi il demande 10 ans de 52. Pour lui, l'indépendance est en 62. En fait, les choses se précipitent. Parce qu'il sait parfaitement que cette clique de gouvernants qui n'ont vu que la méthode coloniale, il faut qu'il fait ce que Spinoza, c'est Spinoza qui le décrit bien, la réforme de l'entendement. On voulait reformer l'entendement du fonctionnaire. Et vous verrez tout à l'heure que la plupart des problèmes qu'on a,
C'est parce que les hauts fonctionnaires gouvernent mal. Et il y a une catégorie de problèmes aussi que nous avons. Parce que le non-fonctionnaire ne se comporte pas toujours comme il faut. Parce qu'on ne grève pas dans son pays comme on grèvait quand il y avait les colons. Maintenant, nous sommes là entre nous pour construire notre pays. On ne peut pas gréver comme on grève, comme nos parents grévaient quand ils étaient en travaux forcés. Maintenant, on est en emploi, on n'est pas en travail forcé. On veut construire une république. À l'époque, nos parents avaient raison de gréver sauvagement. Parce que de toute façon, le produit de leur travail allait dans la métropole. Ce n'était pas pour construire leur pays. Alors, donc on devrait gréver comme les Japonais avec le bandeau noir, sous réserve qu'on est bien gouverné. Il est clair en fait, on doit tous entrer dans un processus éducatif. C'est comme si on doit refonder le Cameroun. Cette phase de l'UPC, c'était qu'un jet pour rendre cet hommage Ouais. au docteur Sendé. D'ailleurs, il faut le signaler, le président de l'Assemblée nationale tient également à lui rendre un vibrant hommage parce qu'il a souhaité que ses obsèques se déroulent en pleine Alors, il me soufflait souvent que c'était un ami personnel. Et ouais, il me disait qu'il a 2 amis là-bas. Il disait, mon grand ami Tom Elarion. Il dit, mon ami... Le vice-président. Ouais, il me dit, mon ami Kavaïki. N'oublie pas ça. Et pour être complet avec cette actualité, cette personnalité de valeur, il faut rappeler qu'il est l'un des premiers Camerounais diplômés de l'université d'Harvard. Il est tout simplement le premier. Le tout premier. Le tout premier. Vibrant hommage. Cela dit, et là je m'adresse aux médecins. Si on vous demandait de faire un diagnostic du Cameroun au moment où on entame cet entretien. Le diagnostic est triste. Parce que le diagnostic, c'est des conflits partout. Au minimum 5. Il y a un conflit au nord avec Boko Haram. Le président a dit qu'il est sous maîtrise et je pense que là, c'est vrai, c'est contrôlé. Il y a un conflit dans la Damawa avec des gens qui braquent les troupeaux et braquent les éleveurs et prennent de l'argent. Il paraît que c'est simplement des grands bandits transfrontaliers. Il y a un conflit dans le Nozo, vous savez ce que ça veut dire, où nos compatriotes séparatistes sont arrivés à prendre les armes contre la République. Et ça, c'est le conflit militaire. Mais là, il y a un conflit politique qui oppose, on va dire, la haute fonction publique ou l'État RDPC et le MRC. Ça, c'est un conflit politique. Il y a un autre conflit plus ou moins politico-social qui oppose la brigade anti-sardinare qui est en Europe, je reprends leur appellation eux-mêmes, hein, et les ambassades. Dans cette situation, si vous voulez, nous autres UP6, on a la chance que dans aucun conflit, dans aucun des 5, on n'est pas directement partie prenante. Et si vous voulez, on voudrait profiter de cette situation pour prier les Camerounais de nous écouter. C'est pourquoi avant de venir ici, j'ai consulté le président et le secrétaire général. Qu'est-ce que l'UPC, qu'est-ce que vous pensez? On s'est concerté. On s'est dit la première chose, on ne peut pas laisser nos compatriotes se taper dessus. Peut-être pour vous laisser poursuivre. J'ai observé que vous avez, pour situer certainement nos téléspectateurs, évoqué dans le dernier conflit, celui de la brigade anti-sardinard, sans forcément parler des tontinards. Bon, si vous voulez, les tontinards jusque-là sont dans un conflit verbal. Mais les brigades anti-sardinards ont attaqué les ambassades. Eux-mêmes nous ont envoyé les vidéos. Ils ont saccagé. Et ils ont assumé. Maintenant, le problème, c'est les détails de comment on assume. Parce que ça fonctionne comme un crime. Dans un crime, il y a au moins un commanditaire, un penseur, un éclaireur, un exécutant. Même quand les tribunaux les jugent, ce n'est pas la même sanction. Puisque nous sommes dans ce mode d'identification, j'observe bien, toujours pour situer nos téléspectateurs, que évidemment, la brigade anti-sardinard, vous la distinguez spécifiquement des tontinards? Alors, je prends chacun au mot. C'est comme ça que moi je juge mes enfants et mes étudiants.
Je dis, je vais te juger dans ce que tu dis toi-même. Parce qu'un proverbe de chez nous dit, le gibier se fait attraper par la patte et un être humain se fait attraper par la bouche. Je te prends dans ce que tu dis. La brigade antidisciplinaire assume cette appellation. Elle va jusqu'à assumer ses actes, même lorsqu'ils sont mauvais. Je ne veux pas lui prêter un autre nom, je la juge là. L'une des choses, comment moi je les ai jugées? Je leur ai dit, mais écoutez, à qui d'autre l'ambassade peut être aussi utile que vous? Qui a besoin des actes, des dessins, des reconnaissances, des diplômes pour aller chercher du travail, de visa à sa femme européenne qu'elle a épousée? Qui a besoin de ça comme vous? Vous croyez que les ministres de Yaoundé et de Paul Biya là ont plus besoin de l'ambassade que vous? Eh bien, les dégâts que vous faites vont vous desservir en premier lieu. D'abord, on va dire tout y personner. Et puis maintenant, vous allez mettre les partis politiques que vous êtes supposés supporter en difficulté parce qu'on va les indexer à cause de vous. Donc je les jure à ce que je ne veux pas prendre parti dans cette affaire. Et ça, j'ai eu ça de mon parti. Et là, je suis tombé d'accord avec eux qu'on ne peut pas prendre parti dans ça. Notre priorité est d'abord de calmer le feu, si nous pouvons, de calmer le jeu. Et une fois qu'on aura calmé le jeu, on veut établir les responsabilités de façon scientifique, c'est-à-dire irréfutable, pour appliquer les sanctions, éventuellement, pour que la justice applique les sanctions sur des responsabilités bien établies, pas sur des suspicions ou les suppositions en réalité. Parce que nous pensons que les officiers de police judiciaire de France et d'Allemagne sont capables de trouver des éléments de preuve qui vont incriminer. Et c'est important. Pourquoi c'est important, M. Dipita? C'est important parce que, je vais vous dire, comment l'UPC, en 1956, entre en rébellion. Après 8 ans de pression, 10 ans de pression, en réalité, vers 1955, après les événements de mai 1955, les colons concèdent une demi-indépendance. C'est dans ce cadre-là que M. Defer rédige la loi Gaston Defer. Il se pose un débat au comité directeur de l'UPC. Nous voulons l'indépendance totale et on veut nous donner une demi-indépendance. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on accepte pas? L'école de qu'on veut l'indépendance totale dit parce que ces gens-là ne partiront jamais. On ne peut pas prendre la moitié parce qu'ils vont nous reprendre la moitié. Et l'école qui dit d'accepter la demi-indépendance, elle défend que si on a la demi-indépendance, de toute façon on sera majoritaire, on va conquérir l'indépendance. Elle est mise en minorité. Donc on décide qu'on va refuser la loi 4. On va la boycotter. Oumniobé et tous ces gars ont fait la campagne. Malheureusement, quelques jours avant le référendum, quelques temps avant, quelques semaines, il a mal au pays, il va se soigner chez un bonbon. On ne sait pas comment le directoire fait le bureau politique, il s'en va encore là-bas parler avec les colons. Les colons arrivent à les convaincre à changer et accepter la loi 4, la demi-indépendance. Il revient dire à là-bas, chez le Mont Brousse, leur dit, ben, écoutez, notre principe est la démocratie. Moi, je ne voulais pas. Moi, j'étais un totalitariste. Mais si vous aviez ainsi décidé, refaites donc le tour, parce que le peuple a compris qu'on ne va pas. L'UPC va dans la loi, au référendum de la loi cadre le 18 décembre 1956, sans avoir pris position, parce qu'il y a discorde. Absolument. L'électeur ne sait pas quoi faire. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que si on veut donc boycotter, faut-il boycotter passivement, c'est-à-dire qu'on n'y va pas, c'est tout? Ou activement, on n'y va pas, on coupe les routes, on coupe les ponts et on règle le compte de ceux qui vont tenter d'aller. Ce n'est pas décidé. Le 18 décembre, le CNO,
La direction perd le contrôle sur le CNO. Le CNO, qui est la branche armée de l'UPC, décide, de faire le boycott. Et le boycott actif. C'est dans ce cadre que les ponts sont coupés, que les 2 premiers assassinats dans les rangs de l'UPC ont lieu. Le docteur Delangue et M. Mpouma. C'est pour dire que il arrive que même à l'intérieur des partis politiques, des groupuscules, des tendances échappent au contrôle de la direction. Vous faites un parallèle avec l'actualité? Oui. Je dis que l'hypothèse selon laquelle le MRC a commandité les actes de la brigade anti-sardinard est une hypothèse possible. L'inverse est aussi possible, il faut qu'on établisse. N'affirmons pas trop tôt. Pour cette raison-là, pour cet exemple historique, nous on sait qu'il y a des groupuscules qui peuvent échapper. Deuxième raison, si on se met à condamner certains qui n'ont pas fait ça, je ne sais pas si les procès qu'ils vont faire à la République ne vont pas une fois de plus étaler notre système judiciaire. Parce que s'ils n'ont pas fait ça, vous connaissez la compétence du chef de MRC. Parce que du point de vue intrinsèque, en tant qu'homme, juriste, avocat, est-ce qu'on discute que Kamto est fort? On lui trouve d'autres choses. Donc ne l'attaquez pas là où il est très fort. C'est pourquoi je vous ai dit ici, ne le touchez pas. Vous le gérez mieux sans le toucher. Parce que il fait ce que font les bons juristes, les bons défendeurs. Il sait éviter les fautes. Donc vous dites là, c'est une faute politique. Je sais qu'il sait éviter les fautes. C'est difficile de lui en trouver. Et quand vous lui en trouvez, il sait aussi retourner contre vous devant les tribunes. C'est dur. C'est beaucoup de travail. Laissez ça. Vous pouvez négocier beaucoup de choses avec lui. Il a quand même travaillé 7 ans avec vous comme ministre. Le président Biya l'a quand même nommé au moins 2 fois. Une fois doyen, que je sache. L'autre fois, ministre. D'où vient-il que vous voulez me convaincre que vous ne pouvez pas parler avec lui? Vous qui représentez le président Biya. Le président Biya a en plus nommé son épouse, je crois, 3 ou 4 fois. Jusqu'au sommet qu'un fonctionnaire partait dans la fonction publique, inspecteur général. D'où sort-il que, tout d'un coup, moi je vous dis ce que disent les radicaux de Chodou, que Paul Biya et Kamto, c'est Pierre et Paul. C'est-à-dire? Que c'est la même chose, même Talba. Il dit que tout ça, c'est les ojolatistes. Qui sont en train de jouer avec l'opinion. Ah, mais je vous dis, c'est que les radicaux de Chodou disent. Parce que nous aussi, on a nos radicaux, comme tout parti politique. Tous les partis politiques ont les radicaux, les modérés, on va dire les bandits, qui deviennent les sataniques quand ils exagèrent. Mais il n'y a pas un parti politique. L'idée d'un parti politique sain, où tout le monde est sain, et un parti politique Sodome et Gomorre, où tout le monde est diabolique, est théorique. C'est une question de proportion, en réalité. C'est simplement ça. On veut dire que nos radicaux disent que c'est ça. Mais, quand je deviens scientifique, quand j'enlève ma casquette, j'observe que ce type, vous avez été ensemble 7 ans ministre, vous êtes allé gagner des procès à l'international. D'où vient... Je comprends que vous ne vous entendiez pas, parce que ça arrive chez nous aussi, qu'on ne s'entende pas, sur une question particulière. Mais qu'on ne puisse pas se parler, ça m'étonne. Ça ressemble plutôt, cette affaire-là, ça ressemble plutôt à une guerre de bas état de conflit dans une génération qui, comme Kamto, aspire à la succession. Mais pour des raisons qui lui est propre, est incapable de prendre le chemin droit que Kamto prend. Kamto
toujours franc jeu, je suis opposant, je m'oppose. Il a quitté la maison après être resté. Les autres, pour des raisons multiples et compréhensibles, n'arrivent pas à quitter, mais veulent succéder. Donc, laissez-moi... Et se mettent donc à imposer une guerre à Kamto et à l'autre diaboliser. Permettez-moi un peu de digérer tout ce que vous dites là depuis environ 5 minutes. Vous dites que les fils, j'y mets les guillemets, de Paul Biya dans la perspective de son départ, relativement à court ou à moyen terme, peut-être à long terme, se met donc dans une bataille pour hériter du fauteuil. Kamto serait parmi ces fils-là et serait sorti peut-être du schéma initial pour prétendre au poste. Et ses frères de cette famille lui opposent un nom radical. Cette hypothèse est très probable. Mais elle n'est pas la seule porte scientifique. Ok. Elle est cependant très probable. La différence fondamentale entre ce monsieur-là et ceux qui sont restés, c'est que lui, il prend le courage et prend l'avantage de quitter le bateau pour aller combattre. Et ils appellent ça, ils ressentent ça humainement comme de la traîtrise. Et il veut lui faire la peau. Ils veulent lui faire la peau. C'est mettre donc à lui prêter des idées dont nous n'avons aucune certitude. Pourquoi nous n'avons aucune certitude? Là également, je suis scientifique. Parce que Kamto a écrit noir sur blanc ses idées. Quand il veut marcher le 26 janvier, il y a 3 lignes sur ses banderoles. On ne va pas revenir là-dessus pour éviter la stigmatisation. Maintenant, on retrouve Momo en train de parler avec, dans l'actualité d'Hebdo pendant 1h30 d'autres choses. Ok. Supposons, il y a une bonne hypothèse qui peut être que il ne dit pas ce qu'il pense. Et que ce qu'il pense est même plus important que ce qu'il dit. D'accord. Mais pour être correct, ne semble-t-il pas logique de prendre 30 minutes sur 1 heure pour parler de ce qu'il a dit et écrit, là on a la preuve, avant de parler de ce qu'on lui prête ou qu'on interprète à travers certains. Là, il est direct. Mais on ne va pas entrer là. On va dire que, si tu veux, nous, dans le débat dans l'UPC, on met tout ça au compte. Et c'est pourquoi les opposants, nous, on est aussi opposants, très clairement. On est opposants depuis plusieurs années, parce que dans la pratique, pour des raisons d'arithmétique électorale et de poids politique, nous n'arrivons pas à accéder au gouvernement, même si il y a des partisans chez nous. Vous savez qu'il y a des gens chez nous. Robert lui a dit clairement qu'il entrerait là, si on lui ouvrait la moindre fenêtre. Absolument. Mais il n'arrive pas à entrer. Voilà, il n'arrive pas à entrer. Donc on n'est pas dedans. Et ce n'est pas forcément degré. Donc nous, on est opposants. Mais l'on dit, un opposant a un certain comportement. L'opposition était, c'est-à-dire dans le projet de République de l'UPC, on avait prévu que l'opposition devrait avoir un statut honorable qui lui permet de faire son vrai travail. Parce que d'après lui, l'opposition avait 2 rôles. Le premier rôle de l'opposition devait être de s'apprêter à chaque fois en critiquant pour alterner dès que ceux qui sont au pouvoir sont épuisés. Parce que dans sa conception, c'est impossible d'exercer le pouvoir à vie, ça n'existe pas dans l'humanité. On finit toujours par s'épuiser et se faire alterner dans un système multipartiste. Donc le premier rôle de l'opposition est donc de critiquer ceux qui sont au pouvoir et de s'apprêter pour alterner et gouverner en rectifiant ses fautes. Mais l'opposition a aussi un deuxième rôle qui est important. C'est d'aider justement ceux qui sont au pouvoir
à détecter ces brebis galeuses. Parce qu'il n'y a pas de parti parfait, il n'y a pas de parti paradis. Et ce, toujours à travers la critique. À travers la critique. Et on sait que dans les âmes du Cameroun. Moi, je suis en Suisse, je suis au milieu à la fin de mes études. Quand l'opération Épervier est lancée, qui lance l'opération Épervier? Souvenez-vous. 98. C'est le SDF avec l'affaire Mounchipo. Il n'est pas au pouvoir. C'est à travers le SDF que le RDPC découvre tous les scandales qu'il y avait là-bas. Donc, une bonne opposition est une nécessité impérieuse pour un groupe qui veut bien gouverner. Et qu'est-ce qui nous manque au Cameroun pour avoir une bonne opposition? La clique des fonctionnaires, il y a une clique de hauts fonctionnaires qui, évidemment, parce qu'ils n'ont pas été préparés à arriver à ce niveau, parce qu'ils n'ont pas l'éducation politique nécessaire, ne comprennent pas que tout parti politique sérieux a besoin d'une bonne opposition. Et interprète que l'opposition est nécessairement une mauvaise chose et on la traque comme des serpents. Et la conséquence est grave. Au point où nous en sommes, si nous continuons comme ça, nous sommes d'accord au moins, dit Pita. Dans l'état actuel, le SDF est somnolent. L'UPC est chaos, pas laté. Parce que, j'en parlais encore tout à l'heure, le secrétaire général, on est tombé d'accord. C'est laté qui a aggravé nos divisions en décidant de nommer nos responsables sur la base d'une petite querelle qu'il pouvait régler en mettant les gens ensemble. Ça dit l'affaire. Pour revenir sur l'état de l'opposition. Donc il met l'UPC chaos comme ça. Parce que là, on est parti là, c'est pas sûr qu'avant les législatives, on se relève. Et maintenant, le MRC décapité. Alors, le SDF somnolent, l'UPC chaos, le MRC décapité, il reste quoi? Au secrétaire général du RDPC, je l'interpelle ici. Vous voulez un pays sans opposition? Serez-vous capable d'assumer votre bilan qui est déjà ce qu'il est d'ici quelque temps, qui vous aidera à surveiller vos sataniques, qu'ils ne sont que là pour saboter votre parti? Que vous n'avez pas seul. Nous aussi, on a les autres, les nôtres. Il n'y a pas un parti qui n'a pas de gens comme ça. Parce qu'au fond, nous prenons dans la même population. Absolument. On n'invente pas les Camerounais. Mais si le RDPC a le pouvoir, s'il veut rester sans opposition, il va nous le dire. Ou il va faire des gestes forts, on comprendra. Parce qu'il faut savoir que nous avons quand même l'expérience dans ce pays de 38 ans sans opposition. Au 42, 58, 90, ça fait combien? Il n'y avait pas d'opposition. Nous avons l'opposition depuis récemment. On peut refaire nos clics, nos claques, on laisse tout, on vous laisse. Mais l'histoire, elle vous laissera taire. Alors, on reparle peut-être politique. On reparle peut-être politique tout à l'heure. Je voudrais quand même qu'on se resitue à nouveau dans la continuité de l'émission qu'on avait faite ici, pour entrer dans les universités. Tout à l'heure. Prof, Oui, je vous ça va mieux à l'université. La dernière fois qu'on en a parlé, je l'ai légèrement effleuré à l'entrée de cette émission, parlant des injustices que vous subissiez. Vous voyez bien que j'insiste sur cette forme de conjugaison, subissiez, en espérant peut-être que ce n'est plus récent, que ce n'est plus récurrent. À l'époque, avec les élèves que vous encadriez, vous avez quand même un certain nombre de difficultés.
Elles sont résolues. Je sais qu'il y aurait eu des tractations à un très haut niveau à l'époque de Philémon Yang à la primature et quelques autres responsables, des discussions pour peut-être en sortir. Le tribunal d'ailleurs également a été saisi, des décisions sont tombées, est-ce qu'elles sont implémentées? C'est le grand amour désormais avec l'université de Yaoundé 1 notamment, et vous? Je pense que le temps de l'émission qu'on a eu la dernière fois n'a pas suffi pour expliquer un certain nombre de choses. Ce temps était insuffisant. Et je les ai amenés ici parce que l'une des choses importantes, c'est que pourquoi le ministre de l'Enseignement supérieur a-t-il pu signer une décision aussi grave de quelqu'un qu'il connaissait normalement par cœur? Pourquoi? Parce que C'était votre suspension. Voilà. Ok. Je vous rappelle. Alors, quand la suspension tombe le 4 juin, le 4 juillet, c'est-à-dire un mois après, il y a cet article de La Nouvelle. Lisez le titre vous-même. Je l'ai lu. Wow. Vous ne voulez pas dire. Moi, je veux dire, parce que je ne parle pas pour vous. Je parle pour le peuple. Eh bien, l'article, donnez-moi, moi, je vais lire. Non, allez-y, je vous laisse. Alors, la révélation inédite sur le conflit entre Famen Dongo, Aurélien Soso et Jean Baebek. Et puis, à l'intérieur, ça, c'est le journal La Nouvelle, le 4 juillet. À l'intérieur, l'article... Oui, oui. L'article intitulé. Le docteur Ntoné passe au scanner le professeur Baebek. C'est-à-dire Ntoné, le psychiatre, directeur adjoint du CHU, m'a scanné. Voici sa conclusion. On va lire sa conclusion. Cliniquement, il est fréquent de retrouver ce type de syndrome au niveau d'un individu. Syndrome, c'est maladie. Donc, il a trouvé une maladie. Voici sa maladie. Sa maladie s'appelle Baebek Jean, dérive des témoins est paranoïaque et entraîne dans son délire ses étudiants. C'est écrit, c'est surligné. C'est lit la surligne. Mais là, il s'agit d'un article de presse, il s'agit pas d'une conclusion. Mais je vais arriver, je vais dire comment on arrive. Il s'agit pas d'une conclusion sur un carnet médical. Ok. Maintenant, il ne s'agit pas d'une conclusion d'un carnet médical. Donc l'auteur... J'ai souligné ici... L'auteur est libre de ses commentaires. Oui. Attends. Ici, c'est le procès verbal du conseil de discipline qui me surprend. Qui me suspend le 4 juin. Tu vois aucune signature sur ce procès verbal? Non, c'est écrit... oui. Le président du conseil, professeur Maurice Aurélien Soso. Je vois bien le cachet, ce qui me paraît comme un cachet. Le rapporteur du conseil, professeur Jean-Emmanuel Pondiche. Bon, je ne peux pas jurer de l'authenticité de ce document, mais je vous laisse poursuivre. Oui, l'analyse des témoignages de ce jour indique que... Ce qui est souligné, c'est sa conclusion. Ouais. Indique que la maladie la plus proche de ce tableau est la paranoïa. Le sujet est tourmenté, vit dans un désespoir qui l'amène à la violence. C'est un délirant en secteur avec des périodes de calme apparent. Bon, ça peut être aussi dangereux. Oh oui. Écoutez, le docteur Ntoné dit donc au conseil de discipline, le 27 mai, parce que c'est plus tard que je comprendrai, parce que ce procès verbal, je l'ai après avoir eu cet article. Ok. Alors, quand j'ai ce procès, je n'ai pas encore le procès verbal. C'était le 4 juin. Le 4 juin. 2018. Oui. Le 12, je ne comprends pas. Je nie. Je dis que le docteur ne peut pas écrire ça. Pourquoi? Parce que je sais qu'il ne m'a jamais interrogé. Il ne m'a jamais examiné. Ben, je veux dire que du haut de sa spécialité, il peut vous observer à distance. Mais il ne m'a jamais observé, il écrit lui-même. Parce que je vais vous montrer, comme j'amène l'affaire à l'ordre, je vous relis ce qu'il dit lui-même de moi. Pour dire que, ce qui est souligné en vertical, premier souligné en vertical, lisez ce qu'il écrit, ce qui est en gras. Je tiens à vous dire que M. Baebek n'a jamais été mon patient. D'autre part, M. Baebek n'est jamais passé devant moi pour une expertise. Bon, ça c'est sur WhatsApp. Je filme ça par WhatsApp à l'ordre du médecin.
Il dit lui-même qu'il m'a jamais, je n'ai jamais été malade chez lui, il ne m'a jamais examiné. Et il dit pourquoi, donne-moi, je vous dis, il dit pourquoi. Ce sont des photocopies de documents, hein, oui. et même souvent des scans, oui. dont je ne peux jurer de l'authenticité. Je vais donc vous dire l'authenticité. Voilà ce qu'il dit. Mais avant d'arriver à l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Le 12 juillet, à 19 h, et je vais citer les témoins. Fabien Côte, qui est un conseiller technique du Premier ministre, me dit que le ministre secrétaire général de la primature, M. Fouda Fabien, va me recevoir pour avoir ma version des faits. Il me le dit à 16 h. À 18 h... Le professeur Fouda Séraphin. Oui, oui. Séraphin Fouda, ma gloire d'ailleurs. À 19 h, effectivement, il m'amène dans le cabinet de Fouda Séraphin. On entre dans la salle de réunion, on écarte. Le ministre lui-même est là, Fouda Séraphin est au bout de la table. À ma droite, Fabien Côte, en face de moi, quelqu'un que je n'attendais pas, le ministre Famendongo. Fouda Séraphin nous dit, écoutez, vous êtes des profs comme moi. Je ne peux pas laisser un tel conflit. Et je vous appelle donc pour avoir vos deux versions et vous réconcilier. Il me donne la parole en premier. Écoute-moi, Dipita, c'est toi qui as soulevé. Je vous suis. Il dit, il me demande, qu'est-ce qui se passe? Je dis, moi je suis surpris. Je ne comprends pas parce que ce monsieur me connaît par cœur, je lui donne les raisons. Il sait comment je travaille, je l'ai entendu descendre mon travail. Je dis qu'il y a au moins deux raisons importantes. La troisième, je ne vais pas la citer. Parce que c'est la vie privée. La première, c'est que quand on me recrute en 2000, je suis en compétition avec quelqu'un qui est plus expérimenté, il a publié. Moi, je n'ai pas publié, mais je suis surdiplômé. Et je suis jeune. Il y a une seule place. Il est le premier sur le président Ezeko. Ça dit qu'on ne doit pas me prendre. C'est Famendongo qui dit, ce petit est plein d'avenir, je vais le prendre. Il crée un poste, il me prend. Il prend le premier, Pisso, il est à Bamenda. Et il me prend donc en deuxième. J'ai ce souvenir positif de lui. Si, et je ne le déçois pas, j'entre en 2000. En 2006, je suis prêt pour aller au concours d'agrégation. On est 5. Je vous ai expliqué ça ici. Je vous ai dit que les autres sont tombés tous comme des mouches. Je pars, je passe. Je pars, je suis le premier. 100 secondes devant un jury qu'on ne m'a jamais vu. Quand je descends d'avion, on me dit qu'il m'appelle. Je vais le premier, il me félicite. C'est pourquoi je dis qu'il me connaît par cœur. Je ne comprends pas comment il me suspend. Là. Et vous n'avez pas entendu? Vous n'étiez pas au conseil de convoquer tout au moins? Au conseil. Qui vous a suspendu? Il n'était pas là-bas. D'accord. Il faut bien comprendre ce qui se passe ce soir-là, dans le bureau de Fouda Fabien. Séraphin, ma gloire. Oui, Famendongo dit, Bayebek, mon fils, pardonne-moi, on m'a trompé. Ah bon? Devant témoin? Oui. Il dit ça à Fouda. Le ministre vous le dit? Oui. Et qui l'aurait trompé? Je vous laisse poursuivre. Alors, Fouda qui est un gars très rationnel, parce que c'est comme ça les gars du Canada. Ils avaient un groupe là-bas à la primature, lui une côte, lui le Méné et le Yang Philomon. Ils parlaient même qu'anglais entre eux. Ils sont Canadiens dans leur sang. Et des gars bien. Comme Fabien Fouda est vif, il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne prête pas, je ne suis pas, ça ne me frappe pas. Il dit, on m'a trompé, on m'a dit qu'il a tellement travaillé, qu'il s'est surmené, il est devenu fou. On est le 12 juillet. Vous voyez à quel moment je comprends l'article du 4 juillet. Donc, le rapport... Je comprends donc l'article qu'on a publié le 4 juillet. sur vos états de service qui va... Bon. Maintenant, et après, en août, dans le jeu de ping-pong, on comprend donc que Antonin avait commencé sa déposition au conseil de discipline où il n'avait peut-être pas ayant droit. Parce que le conseil de discipline est une instance confidentielle. Qui peut certainement s'inspirer des expertises extérieures. Je veux dire que s'il y a un cas de pathologiste, Maintenant, Antonin explique ici à l'ordre de médecin que ces bases, ce n'est même pas ce que j'ai écrit. C'est ce que les résidents ont écrit sur moi qui le dérange. Regardez ce que les résidents ont écrit sur moi, vous allez lire ça.
qui le dérange, qui critique, qui n'aime pas. Parce que j'ai surligné ça ici. C'est la dernière page, la partie surlignée. Ils avaient fait un rapport en mars à leur ministre. Et moi, je vois le rapport 10 jours après quand on les a déhassassinés. Lisez ce qu'ils écrivent. Bon. Quotidiens sont les témoins, Monsieur le ministre. De nombreux autres exemples et faits divers de notre quotidien sont les témoins de cette croisade contre le professeur Baïbek, un enseignant dévoué corps et âme dans un altruisme. Lisez ça à haute voix. Non, je me fais entendre, rassurez-vous, sans réserve à la formation des jeunes, comme on en trouve très peu dans notre milieu actuellement. N'avons plus aucun doute, nous sommes face à une organisation de type terroriste, mafieuse, ayant pris la faculté en otage et pour qui les victimes collatérales, à savoir la jeunesse et sa formation, sont des sacrifices minables qu'on n'hésite pas à faire pour le compte de conflits personnels ne nous concernant aucunement. Alors, ce document est intitulé « Résident de chirurgie orthopédique et traumatologique, la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université Yaoundé 1, Yaoundé le 24 mars 2016. Situation de crise, c'est l'objet autour de notre spécialité. » Alors, je résume. Le document est envoyé au ministre de l'Enseignement. Il est signé par qui? Alors, je vois 4 signatures. Voilà. J'ai du mal à lire les noms. Voilà, c'est les résidents. Nickel, Docteur Kolonchang, je crois, Docteur Achou, Docteur Nana. Laissez ça. Résumons maintenant ce qui s'est passé. Dr. Donc, Tsanga. en reconstituant les faits, ça se passe que pour arrêter de convaincre le ministre qui me connaît par cœur, parce que ce que je ne vous ai pas dit, j'ai le souvenir que j'ai été son médecin traitant. Le ministre? Oui! Ah bon? À domicile, dans une situation complètement coincée. On ne peut pas soigner le palais, on ne peut pas trouver la veine. D'accord, c'est la vie privée. C'est la vie privée. Vous Ok. comprenez pourquoi on ne va parler Absolument. de ça? On vient me chercher avec... C'est la vie privée. Il vous connaît. C'est ce qu'on retient. Il me connaît par cœur. Pour finir par le convaincre de signer ma suspension, on lui a dit qu'il était fou. Et comme il ne croyait pas, on a fabriqué une fausse expertise. Oh là là. Ce qu'on doit retenir, c'est-à-dire que Soso Maurice, parce que tu es un côtier, Soso Maurice, dans le but de détruire un type, fabrique des faux certificats médicaux. Professeur Baïbek. Non, non, laisse-moi terminer. Député, ne me coupe pas. C'est trop grave pour quelqu'un qui est recteur. Tu ne peux pas m'arrêter là. Non, non, je vous arrête. Non, tu ne peux pas m'arrêter. Laisse-moi souffler. Je veux mieux vous comprendre. Ouais. Je veux mieux. On garde le sourire. Ok. Je veux mieux vous comprendre. Ouais. Vous êtes dans un conflit à l'université. Ouais. Et vous dites que c'est le recteur qui vous met à mal. Je dis que c'est Maurice Soso. C'est lui qui convoque parce qu'on tournait dans ce rapport. Écrit que c'est Maurice Soso qui lui a demandé. Et il dit dans sa demande, c'est Zemin Kandé qui transporte la doyenne pour venir lui donner. Et quand il finit de faire son expertise, il envoie un seul exemplaire en confidentiel que Zemin Kandé vient encore transporter et ramène à Maurice Soso. C'est Maurice Soso qui amène ça sur le ministre. Est-ce que l'État qui a nommé ce type 5 fois, le président l'a nommé 5 fois, depuis directeur des affaires économiques jusqu'à recteur, le CAMES qui le met dans ses jurys pour juger les agrégés et les agrégés, la France qui lui a donné la médaille de commandeur de la Légion d'honneur, c'est que ce type, non seulement il vole les travaux, non, je présume que... Oh non, professeur, mais député, je te soupçonne, si tu m'arrêtes, ne m'arrête pas. Professeur, non, vous ne pouvez pas me soupçonner. Je ne vais quand même pas laisser dire tout cela. Attends, non. Moi, l'affaire est en justice. Je suis d'accord. Jusqu'à ce que... Il a demandé le huis clos, l'affaire est pendante. Jusqu'à ce que la justice... D'ailleurs, vous me confortez. Laissez donc la justice aller à son terme. Bon. Et vous lui... Maintenant, vous allez laissez-moi terminer. Vous allez terminer. Non seulement il a l'affaire où il se mêle les travaux. Vous allez terminer. Non. Professeur Député, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de vous. Observez que je garde mon sourire. Observez bien que je garde mon sourire. Je vais vous laisser terminer. Non, on ne peut pas. C'est ça qui met le feu dans la République. Non, Comment vous voulez tourner? Vous voulez m'arrêter? Je ne vous arrête pour un type qui allait demander à un psychiatre je ne vous arrête pas. Je ne vous arrête pas. d'écrire que je suis malade. Je ne vous arrête pas. Je vous laisse poursuivre. Je vais vous laisser poursuivre.
On est en harmonie, professeur Baïbek. Non. Si, je vous laisse poursuivre. On n'est pas en harmonie. Je vous laisse poursuivre. Vous laissez-moi poursuivre. Ben, cela dit, le professeur dont vous parlez, Maurice Sosso, vous citez bien ces états de service. Donc, on va laisser la justice poursuivre. Et puis, une fois que la justice... Bon, ben, laissez-moi terminer ce que je dis là. Vous êtes en train de m'étouffer. Non, non, allez-y, allez-y. Sur la démonstration rationnelle Je vous laisse parler maintenant. du faux, usage de faux en écriture publique d'un type à qui tout le monde a été. C'est pour le tribunal, pas pour la télé. C'est pour vous êtes au tribunal. Ce n'est pas pour le tribunal. Ne nous emballez pas dans votre procès. Non. Pourquoi? Cela dit, professeur Baïbek, il y a quand même des compromis au niveau du Premier ministère, non? Vous êtes assis, vous avez discuté, certainement. Maintenant, tu veux boycotter. Non, je voulais poursuivre. Je te soupçonne de vouloir le protéger. Non, du tout. Tu as un souci. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux absolument que personne ne sache que ce sont faits les faux certificats médicaux? Qu'il commande les faux certificats médicaux sur son frère Ntoné? La preuve... C'est-à-dire c'est finalement une affaire de gars de Yabassi. Non. Mais c'est ça, c'est ça. La preuve que je ne suis pas en complicité avec eux. Parce que je suis là. C'est que j'ai accepté de vous faire venir. Non, non. Écoutez, vous n'acceptez pas que je vienne pour que je ne parle pas. Non, vous allez parler. Parce qu'après, moi, je ne sais pas qui va prendre ça pour dire qu'il n'a pas compris. Vous allez parler. Et c'est pour ça que je vous ai relancé. Vous allez poursuivre là où vous êtes arrêté. Et j'ai quand même encadré en disant qu'il y a eu des compromis plus tard. Donc, on ne peut pas non plus... Il n'y a jamais eu de compromis. Je vous laisse poursuivre. Il n'y a jamais eu de compromis. D'accord. En réalité, je dois d'ailleurs saluer le Premier ministre Philemon Yang ici. Je dois saluer tous les gars de la primature que j'ai admiré. Ça ne pas qu'il y avait des gens comme ça dans la République. C'est pour dire aux Camerounais qu'on peut quand même arriver quelque part au sommet de l'État en tout objectif. J'ai aimé ces gars, j'ai aimé leur méthode. Ils respectent l'heure, ils respectent les gens. Hein? Bon. Ils respectent même leurs paroles. Ils ont fait leur rapport, mais ils étaient tellement mal à l'aise après. Après, ils me proposaient de me déplacer à Douala. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais je leur disais que bon, c'était difficile parce que je dois déplacer toute mon équipe. Moi, je vis de mon métier. Là. Moi, je suis un professionnel. Et c'est là un de mes problèmes, c'est le professionnalisme. Et c'est difficile de déplacer mes équipes parce que ça fonctionne comme un avion. Il y a le pilote, le copilote, le steward, les hôtesses. Mon équipe a 5 à 10 personnes qui sont indispensables. Chacun à son niveau. Si vous supprimez une seule pièce, je n'ai plus les bons résultats. Ça a été difficile. Et on s'est retrouvé donc au tribunal. Au tribunal encore, Maurice se soit continué à travailler, à pourrir et à gâter les magistrats. Mais avant de parler des magistrats pourris, je vais parler des magistrats positifs. Parce que quand c'est positif dans le pays, il faut aussi dire que le Cameroun n'est pas un enfer. Il y a des choses bien. Et l'une des choses bien dans cette affaire, je vais vous montrer 5 décisions de justice ici, prises par le tribunal administratif. Je dois dire ici mes hommages au tribunal administratif de Yaoundé, qui a pris la peine de dire le droit. Et surtout de le dire sans me demander ni prendre un verre d'eau. Ça veut dire que toute la magistrature n'est pas corrompue. C'est d'ailleurs comme ça tout le pays. La corruption dont on parle là, il y en a partout, mais ce n'est jamais tout le monde. Quand on dit que les magistrats c'est le deuxième corps, ça ne veut pas dire que les magistrats sont comme ça. Absolument. J'ai connu au moins 2 catégories. La catégorie du tribunal administratif, j'ai admiré. Même comme là-bas aussi, ce n'est pas le paradis. Il y a quand même certains là-bas qui sont des ordures. Et on aboutit à des... À la Cour suprême, c'est là où j'ai l'impression que c'est la perfection. Là, quand même, je ne sais pas comment le président de la République fait, c'est le président du conseil de la magistrature. Il faut dire que là-bas, la Cour suprême ne rigole pas. Ils ont un petit problème de lenteur administrative, mais là aussi, on dit le droit. À l'inverse, dans le monde degrés, on trouve parfois des cartes. Je vais vous raconter, vous voulez que vous me donnez 5 minutes, je vous raconte une histoire de magouille qu'on n'a jamais vue sur la terre. Sans citer les noms, allons-y. Sans citer les noms, mais au moins les initiales. Oui, on peut. Un certain juge d'instruction DJ au grand instance à Yaoundé, il me convoque un 20 septembre. Il veut m'entendre sur une affaire qu'il va m'informer sur place. Le 21, mon avocat lui dit que m'attend. C'est un droit élémentaire. Dites-lui la qualité, il doit connaître au moins la qualité. Pour connaître l'objet, on va demander les pièces au président du tribunal. Il refuse.
et dit que je dois venir le jeudi 28. Mon avocat lui dit non, on va demander la procuration parce qu'on veut savoir. Il dit que non, s'il ne vient pas, il va m'envoyer un mandat d'amener. Il menace de m'envoyer un mandat d'amener. Et on se rend compte le week-end que le vendredi, il est même parti en congé. Et nous, on essaie de savoir l'affaire. Vous connaissez le fond de l'affaire? Non du tout. Le fond de l'affaire est l'affaire d'un gendarme qui se bat avec les routiers, les petits transporteurs, la Bafia. Et un routier lui monte dessus, lui écrase le bassin. Aïe. Sa sœur qui est journaliste, comme toi, je te donnerai son nom. Appelle mon frère m'appelle, qui est aussi journaliste, et je demande qu'on me l'amène à l'hôpital central. On me l'amène à l'hôpital central. Il est tellement en morceaux que je me rends compte que le plateau technique pour le prendre seulement à l'hôpital général. Je le paierai à l'hôpital général 3 fois, c'est moi qui l'amène. Il finit par décider pour des raisons propres. Entre-temps, je vois une femme qui tourne là, qui dit être sa femme. Et j'ai donc deux l'interlocuteur. Sa femme et sa sœur aînée, qui elle avait ses enfants. Parce qu'en réalité, ce monsieur, sans divorcer, avec une femme avec laquelle il avait les enfants, il avait pris une autre en bigamie. Okay. Celle-là a profité de sa mort, la bigamiste a profité de sa mort pour prendre le certificat de genre de mort chez le docteur qui était présent. Je ne suis pas au courant. Et après, quand sa sœur aînée vient me voir pour me demander un certificat médical, je le lui donne, parce qu'elle ne sait pas. L'affaire arrive à la police judiciaire, parce que la bigamiste qui discute l'héritage veut prouver que c'est elle qui a le vrai certificat médical. Le docteur Mbaki a signé l'autre, et moi, on dit au police judiciaire que le problème du type qui a signé le certificat médical est un faux problème. Parce qu'on a à peu près la même conclusion. Moi, je dis, mort par sepsis compliquant un polytraumatisme, le docteur m'a dit polytraumatisme. Ça veut dire une chose, c'est la même. C'est une mort naturelle par accident. Ça suffit. Et qu'on enlève le mien, on laisse le docteur Mba ou vice-versa, pour nous, c'est égal. Ndjiteya Ndam Sangmel, le directeur de l'hôpital général, il prétend que le mien est faux. Parce que les textes de l'hôpital général disent que c'est le médecin qui est présent pendant la mort, on ne dit pas que c'est le médecin traitant. Je dis que je ne veux pas entrer dans ce débat avec lui. Et la police judiciaire nous comprend. Ce que je ne sais pas, c'est que l'affaire part au premier ressort. La famille gagne. C'est-à-dire la sœur gagne la bigamiste. Absolument. Elle fait appel. Elle interjecte appel. La famille gagne encore. Elle se pourvoit en cassation. La famille gagne. Là, c'est définitif. Ça, je ne suis pas au courant. Je suis au courant maintenant. Parce que pendant que le juge DJ me convoque, pendant qu'il part en vacances, quand on va fouiller de quel dossier il s'agit, on trouve ce dossier. Mais en même temps, comme il a convoqué la sœur, elle aussi, elle s'énerve, elle m'appelle. Elle me montre les décisions. En fait, quand ils sont arrivés jusqu'à la Cour suprême, même là-bas, la Cour suprême a dit que c'est Baïbek qui ne le connaît pas. Car lui, il a opéré 3 fois. Et vous a donné raison. Mais oui. Et de toute façon, parce qu'en plus, les deux certificats donnent les mêmes comptes. Ce n'est pas là qu'on décide Absolument. Qui est héritier. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Donc, ce qui s'est passé en reconstituant les faits, ça veut dire que Ndjamdi Toyab, qui était au conseil disciplinaire avec Maurice Soso, c'était un colisté. Pendant que Maurice Soso cherche un moyen de me faire arrêter arbitrairement, Ndam lui propose qu'il y a un dossier pendant. Et pendant le dossier, donne la date à DJ. DJ, sa faute, c'est quoi? C'est que juge d'instruction, je crois que énième grade, il n'a pas un outil pour distinguer les dossiers qui sont déjà passés jusqu'à la Cour suprême. Si ce n'est pas l'incompétence, et je ne dis pas que c'est l'incompétence, je te demande que ce n'est pas l'incompétence, c'est quoi? C'est moi qui pose la question. D'accord. Ok. Vous ne pouvez pas répondre. Si je ne dis pas que c'est la corruption, mais si ce n'est ni l'incompétence ni la corruption, c'est quoi? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Un juge d'instruction. Donc vous dites que ça participe également du complot? Mais c'est Maurice Soso qui fait tout ça. Je prends le risque. Je prends le risque. Quand Dame vient dire ici qu'il vous téléphone ou qu'il j'accepte la confrontation entre ce juge DJ dont je vous donnerai le nom. Et je le défie ici qu'il m'attaque pour outrage à magistrat. Parce que j'ai tout le dossier.
Et on peut le retrouver. Une affaire est passée en cours d'appel, les gens viennent te dire d'inculper, d'entendre un type. Tu le convoques et ce n'est pas tout. Tu refuses de lui dire en qualité de quoi? Contre la loi. Parce que la loi demande de te dire si tu es témoin ou bien tu es inculpé. Il te demande de le laisser. Tu dis que non, tu veux lui donner un mandat d'arrêt. Et on se rend compte que tu le veux faire ça jeudi à 14 h. Mais que vendredi à 17 h, tu as disparu pendant 3 semaines. En fait, le montage du juge DG était clair. Il voulait me faire arrêter ce jeudi, me mettre en garde à vue à Konengi. Il sait que je suis un battant. Je devais me battre pour sortir. Mais comme il n'était pas là pour donner le dossier, il a fermé le dossier dans son bureau qui allait savoir comment on allait me libérer. Et si ce n'est pas Maurice Soso qui a pourri ce juge, c'est qui? Vous donnez beaucoup de je ne dis pas que c'est lui. Mais je dis que si ce n'est pas lui, c'est qui? Ce juge allait trouver au hasard. Si ce n'est pas une dame qui lui a donné le dossier, qui était le directeur de l'hôpital général, qui est le commissaire de ce au conseil de discipline, c'est qui? Regardez ce que les hauts cadres de l'État. Parce qu'une dame lui-même disait, il se targuait de que le président l'a nommé 7 fois. C'est comme ça qu'il fait son bilan de carrière. Pour montrer qu'il a réussi, il dit, j'ai eu 7 décrets. Un type qui t'a nommé donc 7 fois. Tu fais des choses comme ça qui vont impacter sur sa gouvernance. Parce qu'au fond, dans la fin de l'affaire, c'est la gouvernance de Biya qu'on va juger. Et c'est quoi la suite de cette affaire? Oui. Alors l'affaire se termine comme ça, pour une raison. Parce que d'abord, le juge de grandes instances, je ne te mens pas, c'est un Gabassa. Et il dit, je sais que je vais le gêner. Et il ne veut pas, lui ne veut pas le bruit chez lui. Je sens ça à distance, je laisse. Mais deuxième raison, DJ a souvent travaillé avec mon avocat. Et mon avocat n'est pas très à l'aise. Ce que je fais là, je le fais. Moi, mais mon avocat n'est pas d'accord que je l'étale. Mais ce niveau ou d'incompétence ou de pourriture n'a jamais été vu. On ne peut pas... Je suis à l'aise pour donner son nom d'Ipita. Non. On ne va pas donner de nom pour des affaires aussi Je suis graves. à l'aise. On ne donnerait pas de Alors, nom. ça c'est, on va dire, c'est la pire chose que j'ai vue. Et donc, ce que vous devez retenir, c'est que non seulement ils manipulent la chaîne des médecins pour faire les faux papiers, en faux, usage de faux en écriture publique. Encore faudra-t-il qu'un tribunal le démontre définitivement? Non, il n'y a pas de démonstration à faire. Son procès verbal, là, si tu veux... Ce sont les affirmations. Allez-y, je vous laisse poursuivre. Non. Mais ce sont les affirmations. Ce procès verbal est celui que les juges ont utilisé pour faire cette décision de justice. Okay. Voici les décisions, les sursis à exécution. Feuilletés. Tous les résidents qu'on a suspendus. Le premier là, c'est qui? Hein? Lisez, voilà la décision et derrière ça, c'est la lettre avec laquelle le greffe envoie. Hein? Ça, c'est la décision de la Cour suprême de Nké. Voilà. C'est ce procès verbal qui a été la base. Donc, je prends la dernière décision. La Chambre administrative décide, c'était le 8 novembre 2017, article 1, le pouvoir est recevable. Article 2, l'État du Cameroun, entre parenthèses, le MINESUP, est déchu de son pouvoir pour défaut de mémoire. Article 3, les dépenses sont mises à la charge du Trésor public. Ça, c'est la décision qui arrive à la Cour suprême. Okay. L'assistant de philosophie, qu'on avait embarqué avec moi, comme les 2 bandits qui entouraient Jésus. C'est ce procès verbal. Tu ne peux pas dire que... Tu peux pas dire qu'il n'est pas authentique. C'est la base. Donc, moi, je disais, non seulement M. Soso est dans un faux, usage de faux en écriture publique et en bande organisée, avec pour écrivain principal Ntoré Félicien, qui est le directeur d'un établissement hospitalier à Houndé. Mais en plus, il est dans une corruption organisée des magistrats. C'est toujours vos affirmations. Oui, j'affirme ça parce que j'ai des éléments patents aujourd'hui. DG ne peut pas dire, ou bien il avoue son incompétence extrême.
D'où vient-il qu'il est juge à Yaoundé? Il ne sait pas, il n'a pas un outil qui lui permet de savoir. Et pourquoi s'acharne-t-il à m'envoyer un mandat d'amener? Ça, je vous donne la lettre que l'avocat lui a écrite pour dire ça. Elle est là, elle est là. Ce que, lisez ce que l'avocat lui écrivait. Voilà le correspondant de l'avocat. Il voulait absolument m'arrêter d'Achoua. Pourquoi il veut absolument m'arrêter? Et l'affaire est à quel niveau en ce moment? Alors l'affaire finit. Puisque quand il revient, il est mouillé comme une poule. Il ne peut même pas parler. Je ne sais pas ce que son président a fait de lui. Ngimout. Mais moi, j'ai dit à mon avocat, dit au président que je ne veux même pas arriver là-bas. Parce que je ne veux pas voir ce type. Je ne suis pas sûr qu'il va tenir à mon regard. Donc le dossier a été bouclé sans suite. Sans suite, classé. Il n'a pas pu me convoquer. Et il y a beaucoup d'affaires, de suspicions de corruption organisée, beaucoup d'affaires de suspicions de collusion. Mais ces gens-là ont tous une circonstance atténuante, deux circonstances, écoute bien, deux. La première, c'est qu'au fond, Sossou est quand même un recteur à l'époque. Et moi, je ne suis rien. Quelque part, on peut supposer que, on dit que vraiment, c'est lui qui dérange. Il a, on appelle ça, un a priori favorable. C'est ça qui est leur circonstance atténuante, premièrement. Deuxièmement, deuxième circonstance atténuante pour eux, eh bien, je ne sais pas où il les tient. Mais pourquoi vous en voudrait-il autant? Qu'est-ce qui fait problème? Alors, vous savez ce que dit Gandhi par rapport à ça? Il prend l'exemple de la libellule que poursuivait un petit serpent. Je dois dire que ces 20 dernières années, j'ai vraiment rayonné. J'ai rayonné. Allez parler de moi à Dakar, ma fille est là, elle est en train de rentrer. Allez parler de moi à Abidjan, les gens ont parlé à Tétagné. Beaucoup. Et d'ailleurs, la génération après me regarde avec un œil qui a un peu de respect. Pour ma production. Ils savent ce que j'ai fait. J'ai monté. C'est pourquoi quand la plupart des journalistes ont compris que je suis le seul orthopédiste. En réalité, j'ai beaucoup brillé. Parce que j'avais été formé comme ça. J'avais été formé par Pierre Hofmeyer. Pour être leader en Afrique. Il m'a tout donné. Une bonne formation en atelier, une bonne formation pédagogique, une bonne formation scientifique. Et c'est comme ça qu'on doit voir nos universités. Quel est le problème du sous-développement? Ça nous permet d'embrayer. Le problème du sous-développement, c'est que l'université sert à 4 ou 5 choses. Moi, je voudrais évoquer d'autres questions au-delà du non, mais c'est important. Dans la même affaire. Dans la même affaire. Alors, il vous était proposé à l'époque d'annuler peut-être les sanctions, de vous nommer directeur général. Il y a eu cette rencontre au secrétariat général du ministère. De quoi était-il question? Non, c'est du mensonge, pas de me nommer directeur. D'accord. Ils m'ont convoqué au ministère pour me flouer. C'est-à-dire? Alors, ils me demandent pour entrer dans la matière de faire d'abord un amende honorable. Vous vous excusez? Voilà. Comment je peux m'excuser devant les gens? Une personne qui a volé mon travail, qui allait faire les faux papiers que je suis malade, qui a corrompu les magistrats, comment je peux m'excuser? Qu'est-ce que je vais dire? C'est pourquoi c'est enfoiré. On n'a même pas arrivé à la contrepartie. L'entrée en matière était foireuse. Et si c'est ça, s'ils sont aujourd'hui, parce que ça a apporté une chose. À l'époque, au début, on n'a aucune décision de justice. Parce que la différence entre la justice et l'administration, c'est que la justice a le temps de fouiller de fond en comble. Après 2 ans et demi, je le disais l'autre jour à Jean-Paul Sanjon, le grand frère du docteur qui est le président de l'ordre des médecins. Je dis, Jean-Paul, va demander à Guy, en 2 ans et demi, parce qu'il y a parfois des non-dits,
que l'on ne peut pas dire en public. Qu'est-ce que Soso dit que je lui dois? Et moi, j'ai dit ce qu'il me doit. Je ne vais pas le dire ici, parce que c'est sa vie privée. OK. Tout ce qui est privé. J'ai dit à Jean, nous tous sommes nos médecins, j'ai dit à Jean-Paul, j'ai dit à Bidjogo, allez dire à Guy que Soso me doit tel. Au moins, moi j'ai été son docteur, il n'a jamais été mon docteur, au moins. Parce que ce n'est pas parce qu'on est docteur que nous n'est pas malade. Moi, il ne m'a jamais soigné. Même pas le palu. J'ai divorcé, il n'était même pas au courant. Alors que moi, j'ai réglé ces problèmes. C'est privé. Mais Non. Non, on ne va pas entrer là-dedans. Je ne suis pas enfantin à ce point, tu comprends. Je sais respecter la vie privée, ok? Donc, j'ai donné 2 ans et demi. Regardez, si vous trouvez une chose que je lui ai faite, la seule chose que j'ai faite à Soso, c'est d'avoir brillé. C'est d'avoir rayonné. C'est la seule chose. Et au Minicip, ça se passe comment? Ça s'achève comment? Alors, au Minicip, je dois dire que la dernière décision, moi j'ai eu le succès à l'exécution. J'espérais, je suis allé, il faut le savoir, je suis allé, j'ai envoyé des gens, j'ai pris rendez-vous, demande à Thierry, c'est Thierry qui m'a trouvé ce rendez-vous. Que Thierry trouve-moi un rendez-vous chez le ministre fameux pour qu'on exécute dans le calme, on ne parlerait plus de cette affaire. On exécute la décision de je suis dans le calme, je reprends mes fonctions et l'affaire, moi, je ferme le front médiatique. Parce que l'une des choses qu'ils ignoraient, ils ne savaient pas qu'il y a un front médiatique redoutable dans lequel moi j'ai eu le temps de m'entraîner. Le professeur Gapsa faisait partie de cette audience-là? C'est lui qui m'a reçu. Et j'ai dit à Gapsa, pour entrer dans la matière, le fameux Abani, ce monsieur, cet avocat incompétent, une incompétence mesurée, parce qu'il a raté tous les procès. Une incompétence scientifique. J'ai dit à Gapsa que pour entrer dans la matière, il sort. S'il ne sort pas, moi je sors. Gapsa a fait, c'est un bon administrateur. Il a emballé, m'a dit, prof, c'est pas toi qui gouverne ici. mais il a tourné, Abane est sorti. C'est ça qui est essentiel. Et on a parlé sincèrement. Que vous dites-vous? On a parlé, c'est ça. Moi, je lui... Parce que moi, j'ai dit que dans cette affaire, à chaque fois, il y a 4 étapes. Il nous reste environ 15 minutes. 4 étapes. La première étape, c'est qu'il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé. Il faut qu'on soit au stade où tu es là. Qu'on sache tout ce que Maurice se soit fait. Qu'on cherche à savoir ce que je lui ai fait. Première étape. Deuxième étape, les conséquences. Parce que ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas de salaire. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans la rue. Ça fait 2 ans et demi que je marche à pied, je prends les motos. Je dors affamé. Je vais cultiver, je porte du bois. Pour que mes enfants aillent à l'école. Parce que les enfants ne savent pas qu'un père souffre. Ils savent qu'un père, l'image que nous avons donnée, la plupart d'entre nous ont donné à nos enfants, avec laquelle ils grandissent, c'est que papa est fort et est capable de tout. Mais je fais des choses que je n'ai jamais faites. Mais elles sont des choses honnêtes. C'est clair ce que je fais. Quels sont les citoyens, je les consulte dans la rue. Pourquoi? Parce que j'ai quand même, depuis tard, moi, j'ai fini mes études de médecine en 89, donc il y a 30 ans. Mais passionné de la médecine, je la faisais depuis la 3e année. Donc j'ai 33 ans d'exercice. Et rien qu'en orthopédie, j'aligne 20 ans. Il y a les diagnostics que je fais à distance. 80% de mes diagnostics, je n'ai pas besoin du scanner. Alors, prof, quelles sont les conclusions? Rien que quand on m'a dit, je peux vous dire ce que tel a. Quelles sont les conclusions de la rencontre avec le SG, ou du moins au ministère? Et à partir de là, quelle est la suite? Je lui ai proposé, je lui ai dit que si lui l'a compris, et plus maintenant, on reste donc pour élaborer, quand on connaît ce qui s'est passé, les faits, quand on connaît les conséquences, on élabore le plan de paix. Vous en êtes là? Non, parce que depuis qu'il est parti, tu sais où je l'ai revu? Non.
Je l'ai revu 2 mois après, par hasard, il venait rendre visite à une malade qui est sa cousine que j'ai opérée à l'hôpital catholique au fin fond de Yaoundé, dans la brousse, derrière la présidence, derrière le lycée de Mana. Je crois, Gabsa, dans les couloirs, il rase les murs. C'est Sanjo qui me dit que voilà Gabsa. Je dis que grand, comment? Il est quand même un peu grand frère. Il me dit, pauvre, il va entrer dans la matière, il dit que, oh, grand ici, Foya, YouTube. Et il finit par disparaître. Gabsa va me dire quoi? Donc l'affaire là, vous l'avez laissé. Et entre-temps, Abané s'est pourvu en cassation. Je doute que le ministre ait vu. Je lui concède ça. Parce qu'il faut faire des concessions pour arriver à une solution. OK? Donc au total, c'est long, c'est dur. Mais il y a une force terrible dans l'innocence. Quand vous n'avez rien fait, ça donne une force irrésistible. Et c'est l'un de leurs problèmes. Je sens l'épuisement dans la durée. Au moment où moi, ça devient une passion. Comme un moteur. Une obsession. Mais oui! Alors ce soir, il nous reste une dizaine de minutes. Hein. Oui. Vous, comment vous entrevoyez la suite et peut-être la fin de cette affaire? Quel est l'appel que vous leur lancez? Alors l'appel que je lance... Et que dites-vous? Je vais te dire. Je crois que le problème, c'est ce que je voulais te dire là. Le problème de l'université de Yaoundé et des autres, c'est que les universités ont été post-coloniales, sont un lieu où on recherche 3 ou 4 choses. 1, le diplôme. Et Feu Bob Yono le disait, que Soso dit que l'important c'est le diplôme, ce n'est pas la compétence. 2, le matricule. 3, le poste. Et 4, la prévarication. Voilà les produits que de nos universités. Voilà les universités que la colonisation nous a laissées. Il faut quitter ce schéma. Cette crise doit aider le Cameroun à quitter ce schéma. On doit aller vers le schéma qui a propulsé l'Asie. Ce schéma-là, au lieu du diplôme, ce qu'on cherche, c'est d'abord la compétence. Parce qu'elle est hyper utile, même si on n'a pas le diplôme. Et on connaît dans la pratique des gens très compétents sans diplôme. Deuxièmement, on cherche la capacité de production. Il faut produire. Troisièmement, la capacité de création et d'innovation. Et quatrièmement, la compétitivité à la vente. C'est des gens qui cherchent, c'est les universités qui produisent les hommes compétents, les hommes producteurs, les hommes créateurs et innovateurs, les gens capables de chercher les bons clients. C'est ces gens-là qui vont devenir ingénieurs, professionnels ou entrepreneurs et c'est eux qui construisent les pays. Et vous êtes le zéro qui vient sauver cette université-là? Je prends une petite proposition, je ne sais pas si j'en ai encore l'énergie. Je pense que les Camerounais doivent rester à la fin de ce conflit et poser une nouvelle base d'un avenir universitaire qui peut transformer le pays. Parce que les Asiatiques l'ont fait en 30 ans. Et connaissant la partie d'en face, vous pensez que sur la base de ces propositions... Je ne suis pas le Jésus-Christ de l'Afrique. Je vous donne une petite proposition. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, pour moi, c'est que le droit soit dit, que l'affaire finisse. Celle-ci ne finira que par le droit. Ou bien que le politique décide d'arrêter l'affaire et de la régler autrement. Et après ça, je me consacre à ma petite carrière, à ma petite vie, j'organise ma petite vie. Vous, quelle est la proposition qui vous sirait le mieux? Qu'est-ce que vous attendez véritablement? J'avais fait 2 pages. J'avais fait 2 pages à l'époque au PM. Demandez à Fabien Côte, demandez à Fabien Fouda, demandez à Gogomou qui est à la présidence. On avait fait 2 séances de travail. Et j'avais pondu 2 pages. J'avais dit, il y a 2 types de mesures. Il y a d'abord les mesures générales, parce que dans cette affaire, ce soit détruit tout le système hospitalier universitaire. Vous le sentez aujourd'hui. Vous avez vu les dignitaires qui vont se soigner en Europe, presque systématiquement, avec des résultats très moyens. Alors qu'il y a les hôpitaux généraux. L'hôpital central lui-même, mais ça je ne savais pas, Dipita. Je ne savais pas que j'étais un tel modèle. En réalité, mon affaire, l'injustice dans mon affaire a démotivé tous les médecins. Personne ne veut plus travailler. L'hôpital central en premier, il est complètement à terre. J'avais donc dit qu'il y a les mesures générales. C'est-à-dire il faut prendre des gestes forts vis-à-vis de cette génération pour la remettre au travail. Essentiellement. Et maintenant des gestes vis-à-vis de l'individu principal que je suis.
qui a subi les deux choses graves que le président de la République a dit à son dernier discours d'investiture. La frustration et l'insatisfaction. C'est quoi la frustration? C'est enlever à un homme ce dont il a droit dans une république. Je n'ai pas le droit au moins d'enseigner. Je n'ai pas passé mes concours. Pourquoi, après avoir passé mes concours, je ne peux pas enseigner en paix? Est-ce que j'ai demandé vos postes UPCistes de mon État? Simplement parce que je brille, je deviens un problème à ce point. C'est ce Cameroun que vous voulez? C'est ce Cameroun, député, réponds-moi, que vous allez construire? Si je vous réponds, qui répondra à ma question? Ben, tu dois répondre en tant que citoyen. Si tu es honnête et sincère, si tu es un homme honnête, tu dois répondre. C'est ça le Cameroun que vous voulez, répondre. Ce soir, en toute sincérité, je suis davantage journaliste. Non, mais avant journaliste, tu es un citoyen. En dehors de cette émission, je vous répondrai. Comme citoyen? Absolument. D'accord, ok. Ouais, je te comprends, tu es mal à l'aise. Du tout. Tu ne veux pas donner le sentiment. Mais c'est ça. Voilà le on. J'ai surtout le devoir de ce que les choses ne dérivent pas également dans cette émission. Ok. Professeur Baïbek, je vous remercie. C'est dans ta conclusion, mais tu as listé les sujets graves, l'Holocauste, le tribalisme. Moi, je crois qu'en je vous prends un mot sur le tribalisme. Et bon, évidemment, on l'a dit. Eric, il nous reste quoi, 5-6 minutes? Ah, Eric nous accorde 6 minutes. Alors, un mot sur le tribalisme, d'ailleurs, qui a reçu... Non, ce que je vais dire pour le tribalisme, ce que je vais dire, c'est que nous ne sommes pas la seule nation multi-ethnique. Moi, j'ai eu la chance de vivre pendant plusieurs années dans une nation multi-ethnique. Alors aujourd'hui, 8,5 millions d'habitants. J'ai revu la littérature hier. À l'époque, il en avait 6. 26 cantons et républiques. Il y avait des petits cantons qui avaient deux tribus. Et j'ai fait l'étude. Le problème des nations pluritribales, c'est qu'il y a 3 modèles pour construire une nation pluritribale. Il y a le modèle répressif, la force. On sait en général qu'après quelques décennies, ça explose. L'exemple, la Tchécoslovaquie, qui a donné la Slovaquie et la Tchéquie. La Yougoslavie qui a donné la Croatie et d'autres. On a même vu l'Ukraine, la Géorgie qui sont sortis de la grande URSS. Et il y a le modèle par la malignité, c'est-à-dire qu'on veut tromper les autres. Je ne dis pas que c'est le modèle dans lequel nous sommes. Et il y a le modèle de consensus franche et honnête. Ce pays-là, c'est son modèle. Et ça fait près de 300 ans qu'il est stable. Il est stable sur quels critères? Ils sont 7. Le premier critère, c'est que chaque tribu doit avoir son aire géographique qu'on ne viole pas. Deuxièmement, sa langue. Troisièmement, sa religion. Quatrièmement, ses coutumes. Cinquièmement, sa culture. Sixièmement, suffisamment d'infrastructures pour se développer. Et septièmement, le sentiment que l'accès au pouvoir central est égalitaire. Voilà les 7 critères minimaux qui font que les nations multi-ethniques restent stables comme la Suisse. Et je vais vous dire, prendre 2 exemples. Et moi, je vous laisse me donner 2 exemples des tribus dans ce pays où on n'a pas respecté un critère grave. À tout seigneur, tout honneur. Pourquoi les Camerounais acceptent-ils que les Bassa soient éparpillés en minorité dans 3 régions? Nous sommes la seule tribu comme ça. Le colon le fit à l'époque parce que ce fut le fief de la résistance, ok? Pourquoi le Cameroun a laissé ça? Alors qu'en 1996, Sendé m'a montré, quand lui avait élaboré le modèle, le Cameroun a 12 régions, les 2 supplémentaires étaient la nôtre et celle des Ticares, qui sont comme ça. Eux aussi sont dans 2 régions, c'est-à-dire les Fumbadais et les autres. L'Ouest et le centre. Je ne parle pas des autres critères. Vous voyez ce dont on souffre. Mais il y a des raisons pour que nous on dise
Pour ça, on ne doit pas faire la guerre. Et on peut se réunir dans d'autres cadres. Nous avons trouvé des formules comme Lombok, les A, tu connais ce truc-là? Oui. Où on parle de nos cultures, on enterre nos femmes, nos morts, on honore nos ancêtres. Maintenant, tu sais ce que les gens de Lébi Alem vivent? Pourquoi ils sont entrés en rébellion? Non. Demandez aux gens qui ont été préfets à Lébi Alem. Demandez combien sont arrivés là-bas avec leur voiture 4x4. La plupart du temps, ils gardent leur voiture à Tchang. Écoute-moi bien. Ils vont à Lébi Alem à pied. Il ne faut pas laisser une tribu dans cet état-là. Sans infrastructure. Non. OK. Maintenant, nous tous, toutes nos tribus manquent une chose. Le sentiment d'égalité d'accès au pouvoir central. Et la malgouvernance des hauts fonctionnaires. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Donc, vivre ensemble n'est pas impossible. L'histoire a montré, on connaît les critères. Si on respecte ces critères, on va le. Les projets d'extermination que j'ai entendus sont de faux projets. Moi, j'ai vu les gens de Ndop, dans mon quartier, sont pleins. Ndop, les Lébi Alem, moi j'ai même plein de malades là-bas, plein. Mais comment... Non seulement ils vivent en coexistence avec nous à Yaoundé. Nous, on les déteste pas, les gens les détestent. Mais en plus, ils nous dérangent Une pas. question peut-être... Et il n'y a pas une ethnie au Cameroun qui n'a pas pris les filles pour échanger les filles contre eux. Et comment se justifie dans ce discours souvent de l'élite qui tend plutôt à diviser, loin des propositions que vous faites là? C'est le mimétisme colonial. Le c'est colon utilisait cette technique déjà. C'est pourquoi parmi les 4 institutions que Oumnioba a créées, l'UPC, l'UDFEC, l'organisation des femmes, la JDC, l'organisation des jeunes, la 4e était la Ligue nationale de lutte contre le tribalisme. Et il nous prévoyait déjà, si vous ne prenez pas garde, beaucoup d'entre vous vont mimer le colon, croyant que par là ils vont rester au pouvoir. Merci beaucoup, prof. Évidemment, vous êtes rassurés, loin de moi l'intention de vous censurer. Mais vous savez qu'on a également le devoir de police dans cette émission. Merci beaucoup. Bon retour sur Yaoundé. Et j'aurai toujours le plaisir. J'espère que je n'ai blessé personne, que je suis resté dans la démonstration rationnelle. C'est tout le mal que je nous souhaite dans tous les cas. Bon retour sur Yaoundé. On espère vous avoir aussi longtemps. Vous serez disponible pour nous apporter d'autres expertises dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Madame, monsieur, merci, bonsoir. Et à jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec. On est avec le professeur Jean Baïbek, enseignant, médecin et homme politique. Bonsoir.